Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, nous y sommes enfin, vous l'avez demandé par le sondage, je vais me lancer dans une campagne de Hoplomachus Victorium éditée par Cheap Terror Games. Mais avant de commencer à jouer véritablement, j'avais l'intention de vous faire une petite vidéo pour un survol des points de règle les plus importants, pour que vous puissiez comprendre à peu près comment ça se passe, et pour ceux qui découvriront les vidéos en cours de route, eh bien s'ils veulent faire référence à cette vidéo, ce sera un bon moyen de réviser un peu les règles. Donc cette vidéo va être a priori relativement courte puisque je vais simplement décrire les différents composants du jeu et puis je vais passer assez rapidement sur les règles de jeu elles-mêmes. Je ne vais pas faire une vidéo règle exhaustive, on verra ça au fur et à mesure des parties, mais en tout cas vous faire comprendre simplement les points essentiels du jeu. Voilà, vous avez ici devant vous l'espace de jeu dans lequel va se dérouler cette campagne d'Hoplomachus Victorium. Cet espace de jeu est divisé en plusieurs secteurs qu'on va aborder les uns après les autres, mais d'abord on va poser un peu le principe du jeu lui-même. Le jeu est donc, on pourrait dire, une sorte de campagne, puisque vous allez jouer une histoire, un personnage, divisé en 4 chapitres, appelés des actes, et chaque acte vous donne un maximum de 12 semaines de jeu. Une semaine représentant environ un tour de jeu. 12 semaines par 4 actes, ça fait donc 48 tours de jeu maximum, mais il faut bien savoir que plus le temps passe, plus les semaines s'accumulent, plus l'influence délétère du boss final se fait de plus en plus présente, et donc il est de plus en plus difficile à battre, ou il vous mettra de plus en plus de bâtons dans les roues. Donc il va falloir essayer d'optimiser votre temps entre pousser encore un peu plus pour accomplir encore quelques événements de plus pour se renforcer, mais au détriment de votre sécurité quand même, puisque votre adversaire final va voir son influence se renforcer. Il va falloir trouver une sorte d'équilibre. Vous allez jouer selon deux moments. Donc le premier moment va être un moment de déplacement. Vous êtes obligé chaque semaine de vous déplacer sur une carte que je vais montrer tout à l'heure, mais qui se trouve déjà, vous pouvez le voir, dans cette zone qui est ici. Et puis, arrivé sur cet nouvel endroit, vous allez avoir le choix soit de participer à l'événement proposé, soit de prendre des cartes d'opportunité, c'est-à-dire une sorte d'événements spéciaux ou des challenges qui vous sont lancés, soit la possibilité de ne rien faire. Et ne rien faire aura lui aussi ses bonus, il y aura une raison de le faire, ne rien faire, ce qui est paradoxal certes, mais il y aura aussi un risque puisque dans ce temps-là, votre adversaire final va se renforcer encore un peu plus. Si vous décidez de participer à l'événement de la semaine, eh bien cet événement va être de deux catégories différentes. L'une catégorie va être ce qu'on va appeler un événement sportif, c'est-à-dire que vous allez combattre dans une arène, mais sans que ce combat soit à mort. Ce sera plutôt un combat du type Capture the Flag ou King of the Hill pour les anglophones, c'est-à-dire prendre un lieu déterminé sur l'arène et le tenir un certain temps, ou bien récupérer quelque chose et le ramener dans la zone de départ, et ainsi de suite. Et puis vous aurez aussi les événements de Blood, qui eux seront des combats à mort, dans lesquels vous pourrez perdre définitivement des unités qui vous accompagnent. Évidemment, plus le risque est grand, plus les récompenses sont importantes, mais même les événements sportifs offrent des récompenses intéressantes. Donc il va falloir à chaque fois déterminer si on a l'intention ou pas de participer à l'événement. On va donc maintenant passer aux différentes zones de ce plateau de jeu. La première zone qui nous intéresse, c'est la zone qui est ici. Si vous le voyez, une sorte de carte avec différentes zones. Alors nous avons les Lamosians, les Atlanteans, les Pluto's Refugees, les New Argonauts, les Vesuvians, les Amazones, les Parthians et les Kunlun, qui se représentent en fait les différentes factions. Ce qui est intéressant à noter, c'est que vous allez choisir un personnage qui appartient donc à une de ces factions sur le plateau, mais les adversaires, les lieutenants du boss final que vous allez affronter, ont été tirés au hasard parmi les autres factions. Donc vous avez des personnages qui peuvent à la fois être des personnages jouables, si vous décidez de jouer ce personnage, ou des personnages qui vont devenir vos adversaires, avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs compétences. Et donc ici sur cette map, je pense que c'est pas très facile à voir, mais il y a un réseau de pointillés qui sont tracés entre différents symboles qui montrent les différentes routes que vous pouvez prendre pour vous déplacer. Sachant, je le rappelle, que vous êtes obligé de vous déplacer chaque semaine, vous ne pouvez pas rester au même endroit.
Évidemment, si vous entrez dans une zone, eh bien, le tapis de jeu qui est juste au-dessus, voilà, je fais un petit déplacement, eh bien, lui aussi va changer puisque chaque tapis de jeu est dédié à une zone. Actuellement, mon jeton de déplacement est dans la zone des Atlantéennes, parce que je vais vous le montrer, mais mon personnage est un Atlante, et donc le tapis de jeu qui correspond, l'arène qui correspond, c'est l'arène des Atlantes. Et cette arène des Atlantes, elle est décrite ici dans un petit papier qui va vous indiquer toutes les mises en place possibles et puis toutes les caractéristiques possibles de cette arène, sachant que ces feuilles sont double face et représentent évidemment toutes les factions possibles du jeu. Évidemment, lorsque je vais quitter ma zone des Atlantes, si je vais chez les Pluto's Refugees ou chez les Lamosiens, eh bien je vais changer le tapis de jeu. Les tapis de jeu sont en néoprène et sont eux aussi, vous le voyez, double face. Donc c'est un gain de place évidemment, mais évidemment ça rajoute au coût du jeu en lui-même, puisque le néoprène, ce n'est pas gratuit. Et si vous connaissez les jeux de chez Cheap Theory Games, eh bien vous êtes habitué au fait que c'est de l'ultra de luxe. Donc voilà, vous avez les deux premières zones, la zone de déplacement et la zone d'arène où se dérouleront tous les combats. À droite de la zone d'arène, vous avez la zone de votre campement à vous. Dans cette zone de campement, vous pouvez remarquer qu'il y a, eh bien justement, le personnage que je vais incarner cette fois-ci, qui s'appelle Krakenlance, qui est le personnage recommandé pour la première partie. J'ai décidé de faire une partie configurée en partie de débutant. Donc vous voyez, il y a une image pleine, donc ça veut dire que c'est le personnage que je vais jouer. Si jamais il était un de mes adversaires, eh bien au dos du jeton, vous avez sa version ennemie, entre guillemets, avec toutes ses compétences caractéristiques. Vous le voyez, il est accompagné d'un certain nombre d'unités. Eh bien, ce sont mes unités de départ. Ce sont des unités blanches, ce sont des unités, comme vous le voyez, neutres. Tout à l'heure, sur la carte, je vous ai montré différentes zones. Eh bien, chaque zone va avoir ses propres unités. En haut à droite, vous avez un paquet de jetons. Ces jetons représentent pour les rouges les points de vie de vos personnages et de vos acolytes. Et pour les bleus, eh bien, les points de vie des adversaires. Ce qui veut dire que, déjà, vous pouvez repérer sur l'arène directement, par la couleur, qui est avec vous, qui est contre vous. Il n'y a pas besoin d'autres marqueurs. Ça permet de simplifier un peu le visuel. Sur la droite, vous le voyez, j'ai 3 cartes. Et bien, ces 3 cartes, ce sont les talents avec lesquels je commence mon aventure en tant que Krakenlance. Alors, ces talents vont me permettre d'avoir un certain nombre d'avantages en partie. Par exemple, eh bien, je vais juste en montrer un, parce que les autres, eh bien, je les appliquerai en jeu. Vous avez la carte Grand Entrance, qui dit que lorsque Krakenlance est déployé, on peut lancer un nombre de dés jaunes égal au nombre d'unités qu'on a déjà en combat, et faire les dommages roulés par ces dés jaunes à l'unité rivale la plus forte. Donc ça veut dire qu'en termes de stratégie, Krakenlance n'a aucun intérêt à entrer en premier dans l'arène. Il va d'abord laisser ses acolytes entrer, et sa grande entrée va faire en sorte qu'il va pouvoir faire plus de dégâts d'un coup sur l'ennemi le plus fort. Puisque votre personnage offre une face unie, sans aucun chiffre, eh bien vous avez toute une sorte de fiche de personnage qui vous est disponible pour vous indiquer ces différentes compétences. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le tapis de luxe dans la version entre guillemets de base, où ça c'était un petit add-on à la campagne de financement participatif. Dans la version de base, il s'agit d'un bloc-notes, d'une sorte de bloc-notes avec toutes les valeurs, mais simplement il faut un stylo, un crayon de papier. Ici, ce sont des petites épées en plastique qui font la même chose. Certaines personnes d'ailleurs préfèrent la version papier, puisque la version papier, elle, eh bien, elle garde les informations d'une partie à l'autre si vous rangez dans la boîte, alors que là, il faut enlever les petites épées en plastique, et donc du coup, il faut noter quand même quelque part. Si vous laissez sur la table un certain temps, ça c'est très bien. Si vous rangez entre chaque session, peut-être que la version papier est meilleure. Alors, sur ce petit tableau de bord de votre personnage, vous avez différentes informations. Par exemple, eh bien, vous avez ici sa vitesse. Donc, il y a une vitesse de 2, il peut se déplacer de 2 hexagones. Vous avez ensuite, par exemple, ici, ses points de vie, avec le petit cœur, une sorte de leadership, combien d'unités il peut commander. En jaune, ce sont les blessings, ce sont des espèces de jokers qu'il va pouvoir utiliser pour éventuellement ne pas mourir. Au lieu d'un coup fatal, il va justement rester en vie, ou bien pour ajouter des unités à son déploiement, histoire de rééquilibrer les forces en présence si jamais c'était un peu déséquilibré à son goût. Sur la droite, vous avez eh bien, des dés
Donc un personnage ne peut avoir que 4 dés maximum, et ces dés sont hiérarchiquement classés du jaune au, on va dire, au noir, sachant que le jaune est celui qui a le moins de chances de toucher, et le noir celui qui a le plus de chances de toucher. Alors, puisque ce petit tableau est aussi en néoprène, à mon avis, on ne va pas beaucoup le voir, mais peut-être que vous le voyez ici à l'écran, sur le dé jaune, vous voyez sur une face, il y a un 2. Eh bien, ça vous indique le nombre de faces avec un symbole qui vous permet de toucher votre adversaire. Donc, les dés sont à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5. Donc évidemment, dans la partie, ça va être intéressant pour vous de faire évoluer vos dés pour des dés de plus en plus puissants. Sur la section du milieu, vous avez l'espèce de calendrier, c'est-à-dire que sur la grande ligne ici, vous allez avoir les semaines, donc graduées jusqu'à 12, et en haut, les actes, sachant que plus vous avancez dans les actes, plus les adversaires vont être forts. Et enfin, sur la dernière zone, eh bien, vous avez l'influence des sions. Donc le sion, c'est ce fameux boss final, entre guillemets, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand vous allez accumuler un certain nombre de sions, eh bien, vous allez déplacer ce poignard ici, et vous allez rajouter dans le sac qui permet de tirer les jetons au hasard, des jetons extrêmement négatifs. Donc, si vous accumulez trop d'influence, ça va se transformer en quelque chose de directement négatif pour vous. Donc, c'est très très important de réussir à gérer cela. Sur la partie gauche de l'arène centrale, eh bien, vous allez avoir le camp ennemi, entre guillemets. Vous allez avoir justement tous les jetons négatifs de Sion. Vous allez avoir des jetons spéciaux au centre qui vont être des jetons d'arène, qui vont pouvoir représenter des choses particulières dans cette arène. Alors pour vous montrer un petit exemple, par exemple, eh bien, il y a une arène où il va y avoir un char qui tourne dans l'arène. Et une arène, ça va être pour montrer dans les événements de sport qui est le tribun, alors là c'est en anglais tribune, qui va être le représentant local et qu'il ne faut pas tuer sous peine de très fortes conséquences pour votre propre héros, et ainsi de suite. Donc ces jetons-là, marqués Arena, vont vous permettre de matérialiser un certain nombre de choses dans l'arène. Et puis plus à droite, eh bien, ce sont des jetons de tactique. Comme vous avez peut-être vu tout à l'heure à côté de mon personnage, j'en avais 3. Ces jetons de tactique sont des bonus circonstanciels qu'une fois utilisés, vous devez défausser. Vous remarquez peut-être, je ne sais pas si c'est très clair à l'image, ici une série de cercles verticaux avec une sorte de crâne avec une couronne au-dessus. Eh bien, ça va être la ligne de déploiement de votre adversaire quand vous allez commencer l'événement. C'est-à-dire que la carte d'événement va vous indiquer comment constituer l'armée de votre ennemi, entre guillemets, et dans quel ordre elle se trouve, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir l'organiser ici et voir quelles unités ne sont pas encore déployées, comment faire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc là, c'est le camp ennemi. Avec, eh bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, les descriptifs de toutes les arènes. Moi, je les ai gardés tout ensemble parce que ça prend pas de place. Et j'ai mis aussi en bas, eh bien, justement, notre boss final. Pour la partie d'initiation, entre guillemets, on conseille de prendre Taoti, qui est une espèce de bête gigantesque. Alors, Taoti, eh bien, pour l'instant, je ne vous décris pas vraiment son fonctionnement, mais sachez qu'elle frappe très fort, et évidemment, puisque c'est le boss final. Là encore, de l'autre côté, vous avez un petit flavor text, un petit texte d'ambiance qui vous permet de savoir qui est ce boss final. Il y en a un certain nombre comme ça dans le jeu de base, et il y en aura quelques autres en plus dans l'extension qui va arriver très bientôt. Ici, vous allez pouvoir, en bas, je vais pouvoir le déplacer un tout petit peu, voilà. Vous avez un espace pour mettre, eh bien, justement, les événements de sport ou les événements de blood, donc de combat à mort, que vous avez résolus et qui ne seront plus du coup entrés dans les cartes à tirer potentiellement dans les tours suivants. On en vient maintenant à ce qui est une des 2 pièces centrales du jeu avec l'arène qui est ici. Eh bien, c'est cette espèce de stand dans lequel sont placés un certain nombre de, de jetons et de cartes. Alors, les jetons que vous voyez au premier plan, qui sont là, sont d'abord les jetons jaunes qui sont ici, sont des jetons spéciaux dont je vais parler un peu plus tard, mais à gauche et à droite de ce jeton, ce sont les différentes unités spéciales qui correspondent à chacun des peuples. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que je joue un Atlantéen. Eh bien, si je me bats dans la zone atlantéenne, eh bien, vous voyez, hop, voilà, Atlanteans. Donc là, il va y avoir un certain nombre d'unités que vous ne pouvez rencontrer que dans cette zone-là. Comme par exemple, eh bien celui-ci, si jamais la mise à place, voilà, c'est ça, le Harpoonsman, qui donc va avoir ses caractéristiques sur la gauche, vous voyez, son déplacement, sa défense et ses points de vie.
son type, et puis le nombre de dés, le nombre et le type de dés aussi qu'il utilise. Vous voyez, il utilise un dé vert et un dé bleu, ce qui veut dire qu'il est pas mal. Il a le deuxième et le troisième dé le plus puissant sur 4. Donc ça peut être un adversaire intéressant. Sachant qu'au début de la partie, eh bien, ces jetons-là sont mélangés. Donc vous ne connaissez pas leur ordre de sortie. Derrière, il y a 1, 2, 3, 4 jetons. Le jeton le plus à droite, vous avez peut-être reconnu, eh bien, c'est lui, c'est notre adversaire final, dont vous avez vu la carte que je vous ai présentée précédemment. Alors au dos, il n'y a rien, ne serait-ce que le terme de Sion pour montrer que c'est un des boss. Et donc, ici, au hasard, pour cette partie, je vais devoir affronter, eh bien, The Parthian, donc un des héros qui va devenir un des lieutenants du monstre final. Je vais devoir affronter aussi Decimus, et je vais devoir affronter Bing Ching. Je ne sais pas si je prononce bien puisque c'est du chinois. Vous remarquerez que ces jetons sont codés en couleur, je ne sais pas, voilà, ma caméra fait enfin la pointe, et vous remarquerez que justement, les jetons au fond correspondent. Donc Bing Ching, par exemple, vous le voyez, eh bien, ce sont les jetons verts qui sont là, ce sont la zone de Kunlun. Et Kunlun, eh bien, c'est la zone qui est tout en bas à droite dans ma carte. Donc il va falloir, je sais, que j'aille dans cette zone qui est assez loin, donc il va falloir que je puisse m'y rendre. Sachant que, vous le voyez, je les remets, mais ici, l'ordre n'a aucune importance parce que vous les affrontez dans l'ordre que vous voulez. Alors évidemment, si vous êtes à un bout de la carte, et que l'un des boss intermédiaires est à l'autre bout de la carte, ce n'est peut-être pas celui-là que vous allez rencontrer en premier. Mais vous pourriez décider de vous déplacer le plus vite possible pour aller l'affronter, pour une raison X, Y ou Z. Enfin, il y a 3 paquets de cartes. Les paquets de cartes à gauche, ce sont les paquets d'événements de sport dont je vous parlais. Donc je vais vous en montrer un rapidement. Vous le remarquerez, les paquets de cartes sont face visible. Donc vous pouvez, quand vous déplacez, vous voyez ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors par exemple ici, cette carte de Trial of Onslaught, vous le voyez à droite, dans la bannière rouge, eh bien c'est mon ordre de déplacement, avec le H pour dire le héros, et puis pour 3 autres crânes, qui veut dire que je peux être accompagné de 3 unités. Et à gauche, dans la zone bleue, eh bien c'est le déploiement justement de l'adversaire. Alors L veut dire qu'il faut une unité locale, et l'autre, eh bien, c'est une unité au hasard dans le sac d'unités. Et dans cet événement sportif, qui est, selon le symbole ici, vous voyez une sorte de petite colline avec une couronne, un King of the Hill, chaque fois qu'une unité rivale est mise en déroute, eh bien, on ajoute une unité au hasard du sac de randomisation à la fin du line-up du rival. C'est-à-dire qu'en fait, et ici, l'armée adverse n'a pas de limite. Donc en fait, vous ne pouvez pas la battre. Il faut remplir l'événement de King of the Hill. Alors, si on était justement dans la zone des Atlantéens, eh bien, justement, le King of the Hill, il faudrait que je prenne la section centrale et que je puisse la tenir un certain temps. Sachant que vous le voyez ici, eh bien, en bleu, Strength of the Sea, les unités locales font plus 1 de dommage quand elles utilisent le jeton de trident. Et en bas, vous avez un ordre de priorité pour justement gérer qui les unités de l'adversaire, de l'IA, attaquent. Donc vous voyez par exemple, eh bien, elles vont se battre d'abord contre le porteur de drapeau, dans le cas d'un King of the Hill, puis ils vont essayer de récupérer le trident qui n'est pas équipé et qui traîne sur le champ de bataille, puis un adversaire avec un trident, ou l'adversaire le plus loin. Donc avec cet ordre de priorité-là, vous savez comment gérer les jetons des adversaires, vers qui ils vont se diriger et comment ils vont combattre. Donc ça, c'est un événement sportif. Donc quand j'arrive sur un événement sportif et que j'ai une carte comme ça, j'ai 2 choix. Soit je l'accepte, et puis on va résoudre, et donc il va y avoir un combat. Soit je l'ignore, et dans ce cas-là, eh bien, je ne vais rien faire, mais ça va me permettre de soigner mon héros. Si jamais mon héros avait perdu des points de vie, eh bien, il regagnerait tous ses points de vie. Donc ça peut être parfois très stratégique de décider d'ignorer un événement. La deuxième catégorie d'événements de combat, eh bien, c'est l'événement Blood. Alors,
Même principe, je vous montre rapidement la carte. Eh bien là aussi, vous avez une zone rouge à droite dans laquelle va être indiqué mon déploiement, et une zone bleue à gauche dans laquelle va être indiqué le déploiement de l'adversaire. Et ici, la condition spéciale, quand on accepte cet événement, on peut sacrifier n'importe quel nombre d'unités dans notre camp, donc pas encore engagé, pour ajouter le même nombre de dés noirs à l'attaque de notre héros pour ce combat. Donc on peut choisir de sacrifier des aides, des acolytes de notre camp pour donner à notre héros les dés les plus forts, un certain nombre de dés les plus forts pour le combat. Donc ça peut être stratégique ici de sacrifier des personnages, sachant qu'on pourra éventuellement en récupérer un peu plus tard. Mais ici c'est un combat à mort, donc le combat ne s'arrête que lorsqu'il ne reste plus qu'un seul camp debout. Donc si jamais j'arrive à tuer tous les unités de l'adversaire, eh bien j'ai gagné. Sinon, eh bien, c'est moi qui ai perdu. Dernière catégorie, eh bien, vous avez les opportunités. Alors, voilà, les opportunités, là, c'est un peu différent. Vous allez tirer les deux premières cartes et vous allez en choisir qu'une. Alors, je ne vais vous montrer que la première carte, puisque c'est la carte avec laquelle je vais démarrer tout à l'heure quand je vais commencer ma partie. Donc là, par exemple, ça s'appelle Intimidation. Donc, il faut occuper tous les hexagones de déploiement de notre rival avec nos unités en même temps pendant un événement de sang, un bloodshed event. Et si jamais on réussit à remplir cette condition-là, eh bien on va pouvoir récupérer, vous voyez dans le cartouche jaune, une carte qui s'appelle Special Tactic Repel. Donc voilà, vous pouvez gagner des compétences spéciales en remplissant des conditions justement d'opportunité. Si on revient dans notre camp, là où donc il y a nos unités et notre héros, vous voyez qu'il y a ici un espace avec justement le logo de la carte d'opportunité, et c'est là qu'on va stocker toutes les cartes d'opportunité qu'on a et qu'on n'a pas encore remplies. Si vous parvenez à remplir ces conditions, eh bien vous allez avoir parfois l'occasion d'accéder à de nouvelles compétences dédiées à votre personnage. Il y a des cartes comme celle-ci pour chaque personnage, ou alors à des récompenses spéciales qui sont matérialisées par ces cartes-là. Ces cartes-là ne sont pas mélangées parce qu'en fait, eh bien, chacune a un nom spécifique et correspond à une carte spécifique. Voilà, maintenant que les différentes zones de ce jeu ont été explicitées un peu plus, on va passer rapidement à quelques explications sur le déroulement du tour de jeu et des combats eux-mêmes. Comme je vous le disais, chaque tour de jeu, on va dire finalement, est matérialisé par une semaine sur votre mini pense-bête de personnage. Et chacune va répondre au même schéma. Tout d'abord, votre phase de voyage, comme je l'avais dit tout à l'heure, eh bien vous n'avez pas le droit de rester sur place 2 semaines consécutives, donc vous devez bouger. Et vous ne pouvez vous déplacer que d'une seule liaison à la fois, sauf parfois si vous prenez certains bateaux dans des ports qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Mais en général, de toute façon, il s'agit d'une case à une case, entre guillemets, d'une jonction à une jonction. Une fois que vous êtes arrivé dans cette nouvelle localisation, vous regardez l'icône qui est en correspondance. Soit c'est une icône de sport, soit c'est une icône d'opportunity, soit c'est une icône de bloodshed. Et là, vous avez le choix. Soit vous renoncez à participer à cet événement-là, et dans ce cas-là, vous défaussez l'événement en question, vous réarrangez les 3 cartes du dessus du deck de la manière dont il vous convient, vous gagnez de l'influence du boss final à hauteur du numéro de l'acte dans lequel vous êtes. Donc au premier acte, vous gagnez 1 influence, au 4e acte, vous en gagnez 4, donc vous voyez que ça s'accélère très rapidement. Vous pouvez soigner votre héros, et c'est tout pour cette fois, vous recommencez avec la phase de voyage. Mais vous allez passer une deuxième semaine. Deuxième possibilité, vous acceptez l'événement. Dans ce cas-là, vous mettez en place selon les règles indiquées par l'événement lui-même. Si jamais c'est une carte d'opportunité, vous en tirez 2, vous en choisissez une, et donc les 2 autres, que ce soit sport ou bloodshed, c'est un combat. Donc pour le combat, vous allez avoir une séquence de tours. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici sur cette vidéo. Je vais essayer de zoomer un petit peu peut-être. Voilà, très lentement, tranquillement, voilà. Mais vous le voyez en haut à droite ici, vous avez un symbole comme ceci.
Et généralement, il y a trois hexagones comme ceci. Ce sont les endroits où vous allez déployer vos unités. À l'opposé, ici, vous avez 3 symboles avec un crâne et une couronne, numérotés de 1 à 3. C'est là que les unités ennemies vont se déployer dans la case contenant le chiffre le plus bas. Ce qui veut dire que si la case avec le chiffre 1 est déjà occupée par une unité ennemie ou par une unité de votre camp, eh bien l'ennemi déploiera dans la case 2 et ainsi de suite. Si les 3 cases sont occupées, eh bien ça peut être sympa parce que ça peut l'empêcher de se déployer. Mais d'un autre côté, ça veut dire que vous êtes là et que vous ne faites pas autre chose, donc c'est peut-être pas aussi bien que ça selon l'événement en question. Vous allez, durant la séquence de combat, si vous êtes dans un événement de King of the Hill, vous allez gagner des points pour occuper certaines positions bien spécifiques indiquées sur la carte. Ensuite, vous allez avoir la phase de déploiement où vous pouvez déployer une unité de votre réserve. Vous allez avoir un placement de tactique car certaines de vos unités sont capables de donner des jetons de tactique à vous-même ou aux ennemis, que ce soit avantageux ou désavantageux donc. Vous allez ensuite faire le mouvement, puisque chaque jeton a un score de mouvement, éventuellement déclencher les capacités qui sont inscrites soit sur les jetons, soit pour votre héros sur vos cartes de compétences. Et puis après, il y aura la phase de Engage, là où on va rouler les dés, lancer les dés, et donc comparer les valeurs pour savoir si on inflige des points de dommage ou pas. On répète ces séquences de combat jusqu'à ce que l'événement soit résolu. Donc je le rappelle, dans le cas d'un événement de sport, eh bien, il faut accomplir la mission en question, à savoir King of the Hill ou bien Capture the Flag. Et surtout, essayez de ne pas tuer le leader adverse, car si vous tuez le leader adverse, votre héros à vous, qu'il soit en combat ou pas, est réduit à 1 point de vie immédiatement. Parce que c'est extrêmement déshonorable de tuer le leader adverse. Ou alors vous êtes dans un événement de bloodshed, et là, le combat prend fin une fois que toutes les unités adverses ou toutes les vôtres ont été éliminées de la map. Une fois le combat résolu, vous avez une troisième phase qui est la phase de clean-up, la phase de nettoyage. Vous allez donc marquer une semaine parce que participer à l'événement vous a consommé du temps. Et si vous avez gagné l'événement, vous allez récolter votre récompense. Alors, votre récompense, dans le cas d'un événement de sport, vous allez avoir le droit de recruter une unité parmi celles qui vous ont affronté. C'est un bon moyen, justement, de recruter une unité forte. Ou alors, vous pourrez gagner, éventuellement, des jetons de tactique. Les jetons de tactique sont des consommables, on le rappelle. Celles qui sont utilisées en combat sont remises dans le réceptacle et ne retournent pas dans votre camp. Dans le cas d'un événement de bloodshed, eh bien, vous pouvez soit ajouter un dé au nombre de dés lançables par votre héros, soit améliorer un de ces dés, ou alors vous pouvez lui rajouter un point de santé maximum ou un point de leadership, ce qui lui permettra d'avoir plus de troupes à sa disposition. Si jamais vous échouez dans cet événement, eh bien, vous allez d'abord gagner une influence égale à l'acte dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire que le boss final a gagné de l'influence. Vous allez placer tous les rivaux et les jetons négatifs dans le sac. Vous allez ranger tous les jetons d'arène. Vous allez défausser toutes les unités de votre côté qui sont mortes, ou vous allez les soigner si c'était un événement de sport. Et les unités qui restent vont regagner votre camp. Et ainsi de suite. Une fois que l'événement est passé, on reprend avec la phase de voyage, et ainsi de suite. Vous avez d'ailleurs, justement, dans le livret de règles, au dos du livret de règles, eh bien, il s'agit d'un résumé de la séquence de jeu, avec justement comment l'adversaire va assigner des jetons de tactique. Sachant que, par exemple, si c'est un archer qui a la possibilité de donner un jeton de tactique, eh bien ce jeton de tactique sera Bolster Health, qui est un boost de santé, et il le donnera forcément à son allié le plus faible, de manière à ce que ça soit logique. De la même manière, tout en bas, vous voyez ici, en fonction des actes, eh bien pour les combats, que ce soit sport ou bloodshed, vous allez avoir des choses en plus. Pour l'acte 1, vous allez faire la carte telle qu'elle est faite.
Pour l'acte 2, vous allez rajouter une unité à la fin de line-up de l'adversaire, et ainsi de suite. Et par exemple, dans l'acte 4, vous ajoutez une unité. Le rival déploie 2 unités au premier tour, et chacune de ces unités a +2 en points de santé. Donc vous voyez, plus les actes passent, plus ça devient difficile, mais normalement, plus vous avez recruté d'unités fortes, et plus vous avez acquis des compétences importantes. Donc normalement, c'est à vous de gérer pour justement arriver à faire en sorte de pouvoir se battre contre les lieutenants ou contre le boss final dans de bonnes conditions. Alors le lieutenant, vous êtes obligé de l'affronter à la fin de l'acte. Et donc dans ce cas-là, le lieutenant, vous allez pour l'affronter vous rendre dans la capitale. La capitale, c'est le seul endroit d'un territoire qui n'est pas représenté par le logo Sport, Opportunity ou Bloodshed, mais qui représente une sorte de monument. Alors si je fais un petit bas, voilà, par exemple, dans le territoire des Vesuvians, vous avez une espèce de tour qui est comme ça, qui est relié ici ou qui est relié ici. Donc si jamais vous allez là, eh bien vous allez affronter le lieutenant Vesuvian qui se trouve ici. Pour moi, dans cette configuration de partie, ça ne servira à rien, puisque mes 3 boss différents, mes 3 lieutenants différents, pardon pour la caméra, sont donc New Argonaut, donc ici, sont donc Kunlun, donc je disais à l'autre bout de la map, et le 3e est un Parthian, donc ils sont ici. Donc moi je pars ici en tant que New Atlantean, et il va falloir que j'aille vers l'est de cette map. Je ne vais certainement pas aller chez les Lamosians, ou peut-être pas chez les Pluto's Refugees, si j'ai moyen de passer directement. Mais d'un autre côté, est-ce que pour autant je vais attaquer tout de suite le lieutenant au bout de la 4e ou 5e semaine? Peut-être que ça ne sera pas très judicieux. Pour terminer enfin, vous l'avez remarqué, c'est un jeu Cheap Theory Games, et qui dit Cheap Theory Games dit jetons avec des mots-clés. Donc vous avez une petite feuille d'aide de jeu qui va contenir toutes les descriptions des unités, des compétences des unités. Donc voilà, ça c'est le prototype même de carte de papier à garder à côté de vous pendant la partie pour jouer. Voilà, vous avez eu une idée succincte, parce qu'il y a encore d'autres choses un peu plus complexes, de comment se passe une partie de Hoplomachus Victorium. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à me lancer dans la partie et de voir avec vous jusqu'où je peux emmener mon héros Krakenlance. Est-ce que je vais réussir à battre le Sion qui est à Autier, ou est-ce que je vais me faire cueillir en chemin? La réponse dans les épisodes qui viennent.